Il semble acquis aujourd'hui que il existe un progrès scientifique. C'est l'idée que nos connaissances sont exponentielles, sans limite, plus grandes qu'hier mais bien moins grandes que demain, et qu'un jour, à force de temps et d'application, nous arriverons à la connaissance absolue. Cette idée du progrès scientifique se justifie par le progrès technique. Régulièrement, on s'appuie sur les objets techniques pour justifier l'idée que nous progressons dans nos connaissances. Si on doute, si on remet en question cette idée de progrès scientifique, on nous objectera immédiatement que, puisqu'on utilise des ordinateurs, c'est grâce à la science que nous pouvons le faire. Si il y a un progrès technologique, c'est forcément lié à un progrès scientifique, à un progrès de nos connaissances. Cela alimente l'idée que puisque nous vivons dans une ère technologique, nous sommes forcément plus savants que par le passé. On identifie en une seule entité la science et la technique, le savoir et le savoir-faire, qui certes sont liés, mais peut-être pas dans le sens qui nous est exposé. Peut-être que le vrai savoir s'alimente au contraire de la pratique et de l'expérience, et non pas l'inverse. En effet, l'évolution technique actuelle a été rendue possible par un héritage de savoir-faire et non un héritage de savoir. C'est grâce à un héritage technique, grâce à l'expérience de nos prédécesseurs dans les applications techniques, ajoutée à nos propres expériences, que nous avons pu et que nous continuons d'améliorer nos outils. La technique ne naît jamais ex nihilo, de rien. Nos études techniques s'appuient toujours sur une longue tradition. Donc dire qu'on est plus savant aujourd'hui parce qu'on dispose d'une technique plus avancée est vrai au sens de plus savant d'un point de vue du savoir-faire, puisque nous bénéficions de l'expérience accumulée de tous nos prédécesseurs. Est-ce que c'est vrai maintenant pour dire que nous sommes plus savants dans le champ de la science pure, de la théorie? C'est une autre histoire. Par exemple, un bon cuisinier n'a pas besoin de connaître la théorie de la physique moléculaire alors que censément il l'utilise tous les jours. Un bon électricien n'a pas besoin de connaître les dernières péripéties de la théorie de la physique quantique pour faire son travail. Un bon ingénieur n'a pas besoin de connaître les équations de la relativité pour concevoir un ordinateur. Le cuisinier, l'électricien et l'ingénieur, ce sont des techniciens qui tiennent leur savoir-faire et leurs inventions, leurs améliorations, de l'expérience, celle de leurs prédécesseurs, à laquelle ils ajoutent leur propre expérience. Un éclairagiste n'a pas besoin de connaître le comportement des photons dans les fentes de Young pour faire son travail. Le progrès technique n'est donc pas le fruit de ce qu'on appelle le progrès de la science. Le progrès technique se nourrit de la sérendipité, c'est-à-dire des découvertes par une expérience inopinée, inattendue, et le progrès technique procède par essai, erreur, amélioration. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs ce processus que les évolutionnistes attribuent à la nature. Ils partent de l'idée qu'à partir d'un matériel préexistant, une nature sans conscience et sans intelligence, qui procéderait par essai-erreur pour développer la vie et des êtres de plus en plus adaptés, les évolutionnistes calquent le processus de progrès technique propre à l'expérience humaine à une entité
dénué d'intelligence et de conscience, que tantôt il pourrait appeler la nature, la biologie, la physique, etc. L'idée que la technologie existe grâce au progrès scientifique, c'est-à-dire à l'esprit uniquement, à tout ce qui est du domaine de l'intellect, ça dévalorise l'importance de l'expérience et de l'héritage, et ça laisse penser qu'on ne peut pas se fier à nos perceptions aussi, à notre réalité commune. Et donc que pour acquérir des connaissances, on doit forcément s'en remettre à des théoriciens, à des experts des concepts qui nous sont inaccessibles faute d'expertise, une expertise qu'on n'aurait pas. Il y aurait des experts de la réalité et les ignorants de la réalité, les premiers ayant bien sûr toute autorité sur les seconds en termes de connaissances. Autre chose, le progrès technique se présente donc comme un héritage d'expérience auquel on ajoute sa propre expérience, ses propres améliorations. Ça, c'est les progrès techniques. Mais ceux qu'on considère comme les génies scientifiques sont justement des personnes qui vont rompre avec un héritage. Les génies scientifiques sont des êtres solitaires qui apportent systématiquement une rupture dans les connaissances et qui en quelque sorte créent ex nihilo de nouvelles théories. Plus la théorie vient de nulle part, plus elle est révolutionnaire, plus on parle de génie. Le terme de génie est intéressant d'ailleurs puisque à la fois chez Descartes qui va parler de malin génie ou chez Platon qui va parler de daimon, il s'agit d'une inspiration supérieure. C'est des gens qui vont faire des découvertes en songe, en faisant des rêves ou par révélation immédiate, c'est-à-dire en rupture totale avec un héritage. La science moderne, à l'inverse du progrès technique, n'est pas une succession d'acquis qui se nourrissent les uns après les autres, les uns des autres. Mais c'est une histoire de théories isolées qu'on balaye régulièrement pour en instaurer d'autres, une histoire de rupture. Tandis qu'en technique, ce qui est vrai hier sera encore vrai demain. La cuisson des pâtes va toujours se produire de la même manière qu'hier et pour l'éternité. Tandis qu'en science, donc, on sait très bien que la théorie d'aujourd'hui, qui a fait tomber en désuétude la théorie d'hier, cette théorie d'aujourd'hui, elle sera bientôt rendue obsolète par celle de demain. L'histoire de la science moderne, faite de ruptures et de révolutions d'ailleurs, est intimement liée à l'histoire de la gnose. La gnose, c'est cette idée qu'on s'élève vers Dieu, donc vers la connaissance absolue, par le savoir. On se rapproche de Dieu par la connaissance. Et donc on a des profanes et des experts et des initiés. Donc il est intéressant de noter que les grands héros de la science moderne étaient aussi gnostiques au sens de initiés à des sciences hermétiques. Hermétique dans tous les sens du terme, dans son sens le plus basique, qui n'est pas accessible à tous, aux profanes. Descartes a utilisé par exemple les illusions d'optique pour nous faire douter de la valeur de toutes nos expériences, avec cet argument que si nos sens ne sont pas tout le temps fiables, on doit complètement les jeter à la poubelle. Descartes était rosicrucien, donc gnostique. Newton, qui a jeté les bases de la gravitation universelle, était alchimiste. Kepler, avant de développer sa théorie, a rêvé qu'il était emmené sur la Lune par un démon qui lui conférait un point de vue unique sur le monde. Le thème du démon dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui apporte la connaissance. Le démon qui apporte la connaissance pourrait être aussi plus amplement développé. On pourrait retourner au jardin d'Éden.
Oui, il existe un lien de nourriture, on pourrait dire, entre la science et la technique, mais c'est plutôt la technique et l'expérience qui vont nourrir nos connaissances authentiques, qui vont devenir un savoir sûr et certain qu'on peut transmettre, plutôt que l'inverse, qui est la croyance actuelle. Penser que le progrès technologique est un développement de la science, et non le contraire, donc le processus authentique, ça place l'esprit humain au-dessus des lois naturelles, comme s'il fallait s'extraire de la réalité, de l'expérience, de la pratique, pour accéder à la connaissance. L'usage immodéré des mathématiques hermétiques en sciences physiques d'aujourd'hui, c'en est l'exemple le plus parlant. Et cette accession à la connaissance hors de la réalité concrète, à cette science fantasmée, va forcément passer par des experts en théorie qui manipulent des sciences occultes, occultes au sens de opaques à l'entendement du commun des mortels, opaques aux profanes. Ça induit un système d'autorité et de soumission, une hiérarchie intellectuelle entre les scientifiques et les techniciens, entre les savants et ceux qui ne le sont pas. Dans l'ordre social, le technicien est soumis au savant, alors que le premier possède une connaissance certaine, tandis que les théories du second sont soumises aux fluctuations du temps. La connaissance du technicien est acquise définitivement, elle est transmissible et améliorable, tandis que la théorie du savant moderne procède par rupture, par création ex nihilo, par effacement, par recomposition. Et d'ailleurs, plus une théorie scientifique est en rupture avec celles qui l'ont précédée, plus elle a valeur de génie et d'autorité. Dans l'ordre social, le technicien est soumis au savant. Par exemple, l'agriculteur reçoit ses directives de l'économiste. Mais le plus dangereux, c'est de penser que tous les aspects de l'existence doivent être mis entre les mains d'experts. Est-ce qu'on doit faire appel à un expert pour savoir si on a chaud ou si on a froid? Est-ce qu'on doit faire appel à un expert sur les questions d'éthique? Ou est-ce que chacun, en son âme et conscience, n'a pas les outils pour prendre des décisions morales? Voilà les quelques pistes que je voulais lancer sur la science et la technique, puisque j'entends souvent une assimilation des deux, et j'ai voulu un peu démêler tout ça. Voilà, faites ma part de vos réflexions. Je vous remercie et à bientôt.